Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTL-CL FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les établissements scolaires martiniquais entrent dans la phase finale de préparation des examens de fin d'année. Le nouveau congé de naissance qui entre en vigueur le 1er juillet prochain donne à chaque parent 1 à 2 mois de congé indemnisé, en plus du congé maternité, paternité et parental. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Selon vous, est-il important de se marier avec l'être aimé? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Leur peuple ne leur fait pas confiance ». La pensée du jour, certes, il est bon de croire en un avenir meilleur, mais que faites-vous dans le présent pour qu'il puisse advenir? Santé, voici une recette simple et 100% naturelle à réaliser chez vous pour prendre soin de vos cheveux tout en atténuant les mèches blanches. Comme ingrédient, vous avez besoin d'une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à soupe de miel, 4 cuillères à café d'huile d'olive. Pour la préparation et l'application, faites chauffer légèrement l'huile d'olive pour qu'elle soit tiède mais pas brûlante. Ajoutez la poudre de cannelle et le miel, puis mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez ensuite ce masque sur cheveux secs en insistant sur les zones où les cheveux blancs sont les plus visibles. Laissez poser environ 30 minutes, puis rincez à l'eau tiède. Ce masque n'est pas une coloration instantanée, mais un soin progressif. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne en Martinique. Odyssey informe ses abonnés qu'en raison de travaux, l'alimentation en eau sera interrompue demain, mercredi 10 juin, de 9h à 15h, dans les quartiers suivants de Fort-de-France, l'Ermitage, Trenel et les Terre-Saint-Ville. Dans la nuit du 7 au 8 juin, 2 moteurs neufs de bateaux ont été volés à l'école de formation professionnelle maritime et aquacole de Trinité. L'établissement est en pleine période d'examen. Une réunion d'information destinée aux très petites entreprises se tiendra cette semaine à Saint-Joseph pour accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches et projets. Les accompagnants des élèves en situation de handicap ont manifesté ce matin leur mécontentement. Ils souhaitent devenir des fonctionnaires de catégorie B. Actuellement, le gouvernement ne propose cette situation qu'à 20% d'entre eux. Sans mêler, c'est la nouvelle série qui est tournée en Martinique après Tropiques criminels et bandits. C'est aussi une série policière. Même si la productrice France Zobda essaie de s'en défendre, il est loin le temps où ce qui se filmait en Martinique, c'était essentiellement le bleu du ciel se reflétant dans la mer lascive au bord du sable blanc. Il y a 10 ans, 2000 satellites actifs gravitaient autour de la Terre. Aujourd'hui, ils sont près de 20 000 et jusqu'à 1 million pourraient suivre. Certes, les grandes constellations de satellites ouvrent la perspective d'un accès quasi universel à l'Internet haut débit. Mais cette explosion du trafic spatial s'accompagne de risques. Pollution du ciel nocturne, perturbation de la recherche astronomique, augmentation du risque de collision entre satellites, mais aussi dangers liés au retour sur Terre d'un grand nombre de satellites. Les chercheurs demandent donc aux États membres du G7, qui doivent se réunir du 15 au 17 juin à Évian, de créer un groupe intergouvernemental sur la durabilité spatiale pour que soient élaborées des règles internationales plus strictes. Les scientifiques ont en effet récemment constaté que l'augmentation du nombre de lancements de fusées à l'échelle mondiale, avec plus d'une fusée lancée chaque jour désormais, pourrait entraîner une remise en cause de la reconstitution de la couche d'ozone. On sait aussi que les satellites qui se consument lors de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre auront des effets importants sur la chimie de la haute atmosphère. Mais il n'existe aujourd'hui aucun organisme unique capable de fournir au gouvernement une expertise globale pour éclairer les décisions politiques et réglementaires.
Or, ces dernières années, des gouvernements et des entreprises ont annoncé des projets pouvant conduire au lancement d'1 million de satellites supplémentaires. Il apparaît donc urgent d'étudier l'évolution des débris spatiaux et des risques de collision, ainsi que les impacts environnementaux et sociétaux des grandes constellations de satellites. Il faudrait également développer des méthodologies standardisées permettant aux États de mesurer et de déclarer leur empreinte de trafic spatial, c'est-à-dire la pression exercée par leurs objets spatiaux sur la sécurité et la durabilité de l'orbite basse terrestre. Mettre en place dès aujourd'hui une approche internationale coordonnée permettrait, grâce à un organisme dédié, de chercher à concilier les promesses des activités commerciales spatiales avec les risques environnementaux qu'elles engendrent, comme le fait le GIEC pour le climat terrestre face aux activités humaines. La commune du Robert ouvre les inscriptions à une nouvelle formation au CAP boucher afin de répondre aux besoins de recrutement du secteur alimentaire. Dans l'affaire de la résidence bâtie sans eau ni électricité individuelle pour les acheteurs, le promoteur affirme qu'il prendra à sa charge les frais d'une mise aux normes de cette résidence. Il a fait valoir sa bonne foi. Il semble que l'ONF ait commis une négligence. Nous vous le disions, les établissements scolaires martiniquais entrent dans la phase finale de préparation des examens de fin d'année. Enseignants et équipes pédagogiques multiplient les séances d'accompagnement afin de soutenir les candidats. Les premières épreuves nationales débutent dans les prochains jours. Les météorologues surveillent une onde tropicale sur l'arc antillais et annoncent le retour de la brume de sable susceptible de dégrader la qualité de l'air. Avec l'ouverture de la saison cyclonique 2026 dans l'Atlantique, les autorités rappellent l'importance de préparer habitation et kit d'urgence. Le président argentin Javier Milei veut faire de l'intelligence artificielle une priorité nationale en instaurant un cadre juridique très libéral. Fidèle à ses convictions, il propose peu ou pas de réglementation, une fiscalité réduite et même une nouvelle forme de société automatisée. Selon lui, l'IA, l'intelligence artificielle, libérera l'humanité des contraintes du travail intellectuel, comme la révolution industrielle l'a fait pour la force physique. Le gouvernement de Javier Milei a présenté au Congrès un projet porté par le ministre de la Déréglementation visant à attirer investissements et talents dans le secteur. La mesure la plus controversée est la création d'entités juridiques gérées entièrement par des algorithmes, notamment sans conseil d'administration ni assemblée d'actionnaires. Décisions et opérations seraient automatisées. L'argument officiel met en avant l'innovation, la compétitivité fiscale et la supériorité technologique. Mais des juristes et observateurs s'inquiètent. Qui sera responsable en cas d'erreur, d'abus ou de fraude? Et comment protéger les droits des citoyens et des investisseurs face à des décisions prises par des machines? Le débat judiciaire et politique promet d'être intense alors que l'Argentine cherche à devenir un champion de l'IA. Les services de l'État poursuivent leur campagne de prévention routière face à une accidentalité qui demeure préoccupante. Les autorités rappellent l'importance du respect du code de la route et mettent l'accent sur les dangers liés à la vitesse excessive et à l'alcool au volant. Les acteurs culturels de Lille finalisent la programmation des événements prévus durant la période estivale. Concerts, expositions et manifestations patrimoniales sont annoncés dans plusieurs communes. Les organisateurs espèrent attirer un public nombreux et valoriser la richesse culturelle martiniquaise. La collectivité territoriale de Martinique, la CTM, ayant des difficultés financières, a décidé de vendre 13 de ses biens immobiliers. Il est possible de candidater jusqu'à la fin du mois de juillet. Seront prises en compte les offres financières et la destination des biens acquis. Le nouveau congé de naissance qui entre en vigueur le 1er juillet prochain donne donc à chaque parent
1 à 2 mois de congé indemnisé en plus du congé maternité, paternité et parental. Sur le principe, les entreprises y sont favorables. Il s'agit de promouvoir l'égalité femmes-hommes, soutenir la parentalité et mieux partager les charges familiales. Le problème ne vient donc pas de l'idée du congé, mais de son impact très concret sur l'organisation du travail, surtout pour les pères. Pour les mères, l'arrivée d'un enfant est généralement anticipée par l'employeur, qui est informé à l'avance et peut s'organiser. Pour les pères, c'est très différent. Ils ne sont pas obligés de prévenir qu'ils vont avoir un enfant. Ils peuvent attendre la naissance, puis enchaîner 3 jours de congé de naissance, le congé paternité, puis ce nouveau congé de naissance, avec des délais de prévenance parfois très courts. Résultat, l'entreprise peut se retrouver en 3 semaines, avec plusieurs mois d'absence à gérer sans l'avoir prévu. La date du 1er juillet est particulièrement délicate car le dispositif s'applique à tous les enfants nés depuis le 1er janvier avec 9 mois pour le prendre. Beaucoup de pères ont donc posé leur congé dès que c'était possible pour partir en juillet ou en août, au moment où les congés d'été sont déjà planifiés. Certaines entreprises découvrent ainsi qu'un service se retrouve quasiment vide en plein mois d'août, sans possibilité de demander un report. Le salarié est dans son droit et l'employeur ne peut ni refuser ni décaler les dates. Tout indique que ce congé sera largement utilisé. Les pères sont de plus en plus désireux de s'impliquer auprès de leurs enfants. Les précédentes réformes du congé paternité ont montré que les hommes y avaient largement recours. Le seul frein possible, surtout pour les cadres très bien payés, est le plafonnement de l'indemnisation qui peut entraîner une baisse de revenus. Il aurait peut-être fallu prévoir 2 garde-fous selon certains, une obligation d'information plus en amont de la part des pères pour permettre aux entreprises d'anticiper et une certaine marge de discussion sur le calendrier sans remettre en cause le droit au congé. Faute de ces ajustements, les employeurs subissent aujourd'hui un dispositif qu'ils approuvent sur le fond, mais qu'ils jugent mal calibré en termes d'organisation. Ils doivent désormais intégrer ce nouveau congé dans leur politique RH, informer les managers et essayer de mieux anticiper les absences tout en maintenant le dialogue avec les salariés. Les opérateurs chargés de la distribution d'eau potable poursuivent plusieurs opérations de maintenance sur le réseau martiniquais. Ces interventions visent à limiter les pertes liées aux fuites et à améliorer la continuité du service. Les récentes précipitations apportent un répit aux agriculteurs confrontés depuis plusieurs mois à des difficultés liées au manque d'eau. Plusieurs associations environnementales prévoient des opérations de nettoyage sur le littoral martiniquais dans les semaines à venir. Ces actions visent à sensibiliser la population à la préservation des espaces naturels et à la réduction des déchets marins qui menacent les écosystèmes côtiers. La France a lancé la fabrication du texte de loi visant à transposer la directive européenne sur la transparence des salaires. L'objectif, réduire les inégalités entre femmes et hommes. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, a déclaré qu'il espère présenter le texte en Conseil des ministres avant l'été pour permettre un examen et un vote d'ici la fin de l'année. La transposition accuse plusieurs retards en raison d'un agenda parlementaire chargé et de désaccords persistants entre syndicats et patronat. Si des pays comme la Slovaquie et l'Italie ont déjà transposé la directive, la France traîne des pieds selon les syndicats. Ceux-ci dénoncent les résistances du patronat national qui réclame un moratoire et dénoncent la complexité du texte. Selon le MEDEF, la directive est d'une grande complexité, alors que les syndicats, eux, y voient un levier indispensable pour les droits des salariés. La directive impose notamment la publication dans les offres d'emploi d'un salaire ou d'une fourchette au mois et donne aux salariés le droit d'obtenir des informations sur les rémunérations de collègues effectuant un travail de valeur égale. En France, l'écart moyen de salaire entre femmes et hommes
est de 21,8%, ramené à 14% à temps égal et à 3,6% pour un même poste dans le même établissement. Les débats portent encore sur des points sensibles comme l'éventuel seuil minimal de 10 salariés pour la communication des montants proposé par certains DRH pour protéger l'anonymat. Les communes martiniquaises poursuivent la mise à jour de leur dispositif de gestion de crise. À l'approche du cœur de la saison cyclonique, les services municipaux vérifient les centres d'hébergement, les équipements de secours et les procédures d'alerte destinées à la population. L'objectif est de garantir une réponse rapide en cas de phénomène météorologique majeur dans les prochains mois. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Selon vous, est-il important de se marier avec l'être aimé ? Selon vous, est-il important de se marier avec l'être aimé? Non, pas nécessairement. C'est pas ça qui fait que l'amour est officiel, là. Oui, parce que on a déjà tellement partagé des choses ensemble, des hauts et des bas, et même avec ou sans mariage, ça va se poursuivre. Oui, parce que si on aime quelqu'un, il faut se marier avec. Oui, pour moi, tout à fait, parce que je pense que si on se marie, c'est par amour. Donc, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un avec qui on s'entend, qu'on puisse échanger convenablement et puis avoir des sentiments. Non pas seulement des sentiments, mais aussi des principes. Parce que si on n'a pas de principes, ben, parfois ça va pas tenir. Les gens souvent se marient par sentiments et parfois les sentiments ça part. Mais c'est quand on se base sur des principes de vie, de manière de vivre, respect l'un vis-à-vis de l'autre, mais le mariage peut tenir, selon moi. Selon vous, est-il important de se marier avec l'être aimé? Oui, tout à fait. Il est très important de se marier avec l'être aimé. Ça fidélise le couple. Et se marier également religieusement, c'est encore mieux. Et puis, quand vous fondez une famille, vous avez vos enfants, vous formez une seule famille avec le même nom. Pour les enfants, c'est plus, comment dirais-je, plus représentatif. Voilà. Eh bien, parce que oui, parce que ça fait 43 ans que je suis marié avec la fille que j'ai aimée et que j'aime toujours. Oui, ça dépend. Ça dépend de la situation de la personne. Et puis, si ça correspond, ou alors s'il y a le contact qui passe, pourquoi pas. Ouais, parce que c'est un sacré engagement. Voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Leur peuple ne leur fait pas confiance ». Concernant l'évolution statutaire, tout est aussi affaire de confiance. C'est ce qu'explique Jean-Marie Nolle, le célèbre économiste guadeloupéen, qui se fait là politologue. Écoutons-le. Dans les sociétés modernes, la confiance constitue un capital invisible mais fondamental, sans lequel ni la démocratie ni l'économie ne peuvent durablement fonctionner. Elle est ce lien immatériel qui permet à des individus de déléguer, de croire, d'adhérer, sans maîtriser tous les paramètres techniques des décisions qui les concernent. Or, en Guadeloupe, comme en Martinique, cette confiance semble aujourd'hui profondément fissurée, voire en voie d'effondrement, au point de devenir le véritable nœud de la crise politique, économique et sociale que traversent ces territoires. En politique, comme dans les mondes professionnels, la confiance est désormais largement invoquée. Or, cette notion est complexe et ambivalente, qu'il s'agisse de la confiance envers la politique
et ceux qui la pratiquent de manière professionnelle, ou encore de la confiance placée dans les organisations productrices de biens et de services. La conjoncture actuelle semble en fait être à la défiance généralisée, alors même que la confiance devrait être le socle de toute démocratie digne de ce nom, mais aussi de toute relation de gouvernance avec les responsables politiques. Car la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Elle repose sur deux piliers simples mais exigeants, la compétence perçue et la clarté de la vision économique et sociale. Dans tous les domaines de la vie quotidienne, ce mécanisme est à l'œuvre. Le passager d'un avion ne comprend pas les instruments de pilotage, mais il fait confiance au pilote. Le patient qui entre au bloc opératoire ne maîtrise pas les gestes du chirurgien, mais il lui confie sa vie. De la même manière, le citoyen n'attend pas des responsables politiques qu'ils soient les techniciens omniscients, mais qu'ils incarnent une direction claire, crédible et rassurante. C'est précisément là que les systèmes politiques guadeloupéens et martiniquais semblent aujourd'hui en défaut. Depuis le début des années 2000, loin de construire un projet collectif structuré, notamment autour de la question de l'autonomie, la Guadeloupe paraît engluée dans un débat sans fin où les postures idéologiques remplacent la stratégie et où la parole publique perd progressivement toute crédibilité. Le recours permanent aux experts, exclusivement juristes et de surcroît universitaires, loin de clarifier les enjeux, contribue paradoxalement à brouiller le message. Car lorsque les experts deviennent les visages du projet, c'est souvent le signe que les responsables politiques eux-mêmes ne portent plus de vision. Or, sans incarnation politique forte, il ne peut y avoir ni adhésion populaire, ni confiance durable. Cette absence de cap s'inscrit dans un contexte plus large de défiance généralisée, où la parole politique est perçue comme instable, parfois incohérente, voire déconnectée des réalités. Pour beaucoup, la classe politique locale est médiocre et fait l'objet d'un procès en incompétence. Alors, comment le peuple peut-il accorder le moindre brin de confiance à ces dirigeants-là? Fin de citation. Cette analyse de Jean-Marie Nolle est à la fois cohérente et juste. Reste maintenant à analyser le peuple et donc la démocratie. Vox populi, vox dei. Mais est-ce toujours vrai? La voix du peuple est-elle toujours véritablement la voix de Dieu? L'histoire nous désigne des moments où il lui a été interdit de s'exprimer, la voix du peuple, et où pourtant. Sans doute il y a-t-il eu Staline et sa dictature, mais en quelques années, un pays peuplé de moudjiks, l'équivalent des paysans du XVIIIe siècle en France, est devenu l'un des plus puissants du monde à tout point de vue. Les progrès de la Chine aussi sont spectaculaires. Cela donne parfois envie d'interroger la démocratie. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de sinusite. On entend souvent parler de sinusite dans le langage courant lorsque les gens sont enrhumés pendant une longue période. Or, la plupart du temps, c'est un abus de langage. Les médecins définissent la sinusite comme une inflammation ou une infection des sinus. On parle alors de sinusite aiguë. Elle se manifeste par une douleur des sinus d'un seul côté du visage, en général de la fièvre et un mouchage purulent. Ce tableau typique de la sinusite aiguë diffère de la congestion sinusienne, qui est un effet secondaire au phénomène de nez bouché, avec parfois des douleurs, mais qui n'est pas une sinusite. Les patients souffrant de sinusite aiguë sont traités par des antibiotiques lorsqu'elle est d'origine bactérienne. Pour les autres types de sinusite chronique ou récidivante, il faut traiter la cause. Par exemple, arrêter le tabac ou consulter un allergologue. Si c'est dû à de l'asthme, il faut traiter globalement la muqueuse respiratoire. Il pourra être nécessaire de consulter un pneumologue. Certains gestes d'hygiène du quotidien peuvent réellement aider à prévenir les sinusites. Il est primordial d'avoir une bonne hygiène dentaire. C'est vrai aussi pour l'hygiène nasale.
Il ne faut pas hésiter à se moucher dès qu'on en ressent le besoin. Le lavage du nez est enfin vivement recommandé avec du sérum physiologique, jamais d'eau pure, car elle est irritante pour la muqueuse. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Jean-Baptiste Adolphe Cassandra, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.